Au restaurant éphémère, la journée commence sous une tension particulière pour Lionel. Ce service n'a rien d'ordinaire à ses yeux, car Rose et Clotilde Armand figurent parmi les clientes attendues au déjeuner. Il sait déjà que ce sera la dernière fois qu'il cuisinera pour elle dans ce cadre, et cette idée suffit à transformer chaque détail en enjeu presque intime. Derrière son énergie habituelle, Lionel laisse apparaître une nervosité qu'il peine à dissimuler. Il confie à Fleur qu'il veut absolument impressionner les deux sœurs, comme si ce dernier service devait résumer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il est devenu et surtout toute la gratitude qu'il éprouve envers celles qui l'ont soutenu au fil de son parcours. Pour lui, Rose et Clotilde ne sont pas seulement deux figures importantes de l'Institut. Leur regard représente aussi une forme de reconnaissance, celle qu'il espère recevoir avant de tourner une page. Lionel répète qu'il doit les épater, et dans sa manière de parler, on comprend que ce repas compte davantage qu'une simple réussite en cuisine, il veut laisser une trace. Lorsque les deux sœurs arrivent enfin, Lionel les accueille avec un mélange d'assurance professionnelle et d'émotion contenue. Il leur rappelle le principe du restaurant éphémère, fondé sur l'improvisation et la capacité à créer selon les envies du moment. Il se prépare déjà mentalement à leur proposer quelque chose de fort, convaincu que l'occasion mérite un plat capable de provoquer une véritable surprise. Il évoque alors plusieurs possibilités, notamment des huîtres et d'autres ingrédients susceptibles de donner naissance à une assiette plus ambitieuse. Mais Rose et Clotilde ne partagent pas son enthousiasme culinaire du jour. Elles expliquent avoir déjà dîné au restaurant la veille et souhaitent quelque chose de beaucoup plus léger. Leur choix tombe finalement sur de simples tomates mozzarella. La demande agit presque comme une douche froide sur Lionel. Lui qui imaginait un dernier défi à la hauteur de l'importance qu'il accorde à ce repas se retrouve face à une recette extrêmement simple. Pendant quelques instants, sa déception est visible. Il ne remet pas en cause leur choix, mais il ressent une frustration profonde. Comment remercier deux personnes avec une assiette aussi élémentaire ? Dans son esprit, la solution paraît évidente. Revisiter le plat, le transformer, lui donner une personnalité nouvelle afin d'y glisser tout ce qu'il n'arrive pas encore à exprimer avec des mots. Lionel commence à envisager une version plus travaillée, persuadé qu'il pourrait ainsi sauver symboliquement ce dernier service. Pourtant, Fleur comprend immédiatement le piège dans lequel il risque de tomber. Elle lui rappelle, avec simplicité, que Rose et Clotilde ont précisément demandé quelque chose de léger et de sans prétention. Chercher à compliquer la recette reviendrait peut-être à cuisiner pour son propre besoin de briller plutôt que pour ses clientes. Lionel écoute sa petite amie, même si renoncer à son idée lui coûte. Peu à peu, il accepte de faire confiance à la simplicité. Ce choix devient alors plus difficile qu'il n'y paraît. Préparer seulement des tomates et de la mozzarella oblige Lionel à abandonner l'effet spectaculaire qu'il avait imaginé. Il ne peut plus se cacher derrière une prouesse technique ou une transformation audacieuse. Il doit simplement exécuter correctement la demande, en mettant son attention dans chaque geste, avec la sensation étrange que l'essentiel se joue ailleurs. Pendant la préparation, la pression retombe un peu, mais l'émotion demeure. Lionel sait qu'aucune sophistication ne pourra vraiment résumer ce que Rose et Clotilde ont représenté pour lui. Cette pensée change progressivement son rapport à l'assiette. Ce repas n'a peut-être pas besoin d'être impressionnant pour être important. Sa valeur tient surtout au moment qu'il partage avec elles avant de leur dire merci. Lorsque le plat est servi, Lionel attend leur réaction avec une impatience presque fébrile. Rose et Clotilde dégustent cette tomate mozzarella sans chercher l'extraordinaire, exactement comme elles l'avaient souhaité. À la fin, elles le félicitent. Leur satisfaction surprend Lionel autant qu'elle le soulage, car elle lui montre qu'il n'était pas nécessaire d'en faire davantage pour que ce dernier repas ait du sens. C'est alors que Lionel cesse de se réfugier derrière la cuisine. Il leur rappelle qu'il s'agissait de son dernier repas pour elles et leur explique combien il tenait à bien faire. Ces mots deviennent plus personnels. Il leur dit qu'elles ont changé sa vie, qu'elles comptent parmi les personnes qui l'ont le plus soutenu ici, et que ce repas est sa manière de les remercier. La déclaration est simple, mais elle porte tout le poids d'un parcours. Lionel ne cherche plus à impressionner avec une assiette, il accepte enfin de montrer directement ce qu'il ressent. Derrière son désir initial de créer un plat remarquable se cachait surtout une peur plus discrète, partir sans avoir dit l'essentiel, ou devenir un souvenir trop lointain pour celles dont le soutien a compté. Rose et Clotilde accueillent cette reconnaissance avec chaleur. Elles lui promettent qu'elles se souviendront toujours de lui, dissipant en quelques mots cette inquiétude qu'il n'avait pas vraiment formulée. Pour Lionel, la réponse a quelque chose de profondément apaisant. Ce n'est plus le menu qui compte, mais la certitude que ce qu'il a vécu à l'Institut ne disparaîtra pas avec la fin de ce service. Dans le même temps, une autre histoire beaucoup plus légère en apparence se joue autour de Noé. Après le travail réalisé sur les poulardes,
le jeune homme remercie Carla d'avoir épaulé le trio formé avec Oriane et Félix. Carla observe rapidement ce qu'il tente de cacher derrière sa concentration. Son intérêt pour Oriane est évident, et elle décide de le pousser à agir. Carla lui lance donc un défi très clair, proposer un rendez-vous à Oriane. L'idée déstabilise immédiatement Noé. Il a envie de tenter sa chance, mais craint que l'invitation paraisse dépassée ou maladroite. Son hésitation révèle surtout la peur de transformer une complicité encore fragile en moment embarrassant. Pourtant, laisser passer l'occasion lui semble tout aussi difficile à accepter. Plus tard, les circonstances semblent justement lui offrir l'ouverture qu'il attendait. Félix préfère faire une sieste, laissant Noé seul en cuisine avec Oriane. L'absence du frère de celle-ci crée un tête-à-tête presque idéal. Noé comprend qu'il n'a probablement pas besoin d'un meilleur moment. Il rassemble donc son courage et finit par lui proposer de partager un verre. Noé essaie de présenter son invitation avec naturel, comme s'il s'agissait d'une proposition sans importance. Pourtant, derrière cette apparente légèreté, il attend la réponse d'Oriane avec une attention presque douloureuse. La jeune femme ne laisse pas vraiment planer le doute. Elle décline, expliquant qu'elle préfère consacrer son temps à l'exercice de la poularde, qu'elle estime ne pas encore maîtriser suffisamment. Le refus est poli, sans brutalité, mais Noé accuse tout de même le coup. Pendant quelques secondes, il ne sait pas très bien s'il doit prendre cette réponse comme un véritable râteau ou simplement comme le signe d'un mauvais timing. Oriane ne cherche pas à l'humilier. Elle semble seulement ailleurs, entièrement absorbée par quelque chose qui dépasse largement la perspective d'un rendez-vous. Noé pourrait s'arrêter là. Pourtant, l'espoir résiste. Puisqu'Oriane n'a pas le temps de quitter la cuisine pour boire un verre, il décide de contourner l'obstacle d'une manière aussi simple que touchante, il lui apporte directement une boisson. Dans son esprit, ce geste pourrait transformer l'invitation manquée en petite attention, créer un moment sans lui imposer de sortir de sa concentration. Mais une nouvelle fois, Oriane met une limite claire. Elle repousse ses avances, non par mépris, mais parce qu'elle veut rester concentrée à 100% sur le concours. Cette fois, Noé comprend qu'il ne s'agit plus seulement d'un prétexte pratique. Quelque chose de profondément personnel alimente cette détermination, et Oriane finit par lui en révéler l'origine. Elle lui raconte que sa mère est morte lorsque Félix et elle avaient 18 ans. Cette disparition a bouleversé leur vie au moment même où ils entraient à peine dans l'âge adulte. Derrière la jeune femme concentrée que Noé voit chaque jour se cache donc une blessure ancienne, une responsabilité arrivée trop tôt et le souvenir d'une famille brutalement fragilisée. Après la mort de leur mère, Oriane et Félix ont essayé de maintenir son restaurant ouvert. Leur volonté était réelle, presque viscérale, mais leur expérience ne suffisait pas. Ils ont tenté de préserver ce lieu comme on tente de retenir quelqu'un qui vient de disparaître, persuadés peut-être qu'en gardant l'établissement vivant, ils pourraient conserver une partie de celle qu'il avait construit. La réalité s'est révélée plus dure. Sans l'expérience nécessaire, ils n'ont pas réussi à donner au restaurant la stabilité dont il avait besoin. Pour Oriane, cet échec n'est pas seulement professionnel. Il s'est inscrit dans son deuil, mêlant la perte de sa mère à un sentiment d'impuissance. Depuis, réussir n'est plus simplement une ambition personnelle, c'est devenu une manière de réparer quelque chose. Le concours représente donc beaucoup plus qu'une étape de formation. Oriane veut repartir avec Félix sur des bases suffisamment solides pour construire un projet qui tienne réellement dans le temps. Elle ne veut plus improviser avec leurs rêves comme ils ont dû le faire après la disparition de leur mère. Cette fois, elle veut acquérir les armes qu'ils n'avaient pas autrefois. En l'écoutant, Noé comprend mieux pourquoi sa présence, son verre et même son intérêt sentimental ne peuvent pas rivaliser avec l'urgence intérieure qui anime Oriane. Son double refus prend soudain une autre couleur. Ce n'est pas qu'elle cherche à le repousser personnellement. Elle protège simplement un objectif auquel elle associe la mémoire de sa mère et l'avenir qu'elle souhaite reconstruire avec Félix. Pendant ce temps, loin de cette histoire naissante, les conséquences de la rupture entre Bianca et Lou continuent de se faire sentir. Au lendemain de leur séparation, Lou refuse encore de considérer leur histoire comme définitivement terminée. Il cherche Bianca avec la volonté presque désespérée de réparer ce qui peut encore l'être, persuadé qu'une déclaration claire pourrait suffire à renverser la décision prise. Face à elle, Lou insiste sur un point essentiel. C'est Bianca qu'il aime, pas Joséphine. Il voudrait que cette certitude efface les ambiguïtés, les blessures et les erreurs des derniers jours. Mais les mots arrivent trop tard. Bianca l'écoute sans se laisser entraîner dans une nouvelle discussion où l'espoir finirait encore par se retourner contre elle. Elle lui rappelle implicitement tout ce qu'elle a déjà traversé. Cette dernière année a été suffisamment difficile pour qu'elle ne puisse plus accepter une relation qui l'expose constamment à la souffrance. Ce n'est pas nécessairement l'absence de sentiments qui la pousse à partir.
C'est justement parce qu'elle connaît leur force qu'elle ressent désormais le besoin urgent de se protéger. Bianca refuse donc de recommencer à croire simplement parce que Lou affirme l'aimer. Pour elle, le problème ne se résume plus à savoir vers qui va son cœur. La confiance a été abîmée, et chaque épisode lié à Joséphine a ajouté une nouvelle fissure. Elle ne veut plus attendre la prochaine blessure pour se convaincre qu'elle aurait dû partir plus tôt. La rupture devient alors officielle. Lou doit entendre ce qu'il redoutait. Bianca ne veut plus poursuivre leur histoire. L'instant est douloureux parce qu'il ne repose pas sur une absence d'émotion, mais sur une limite que la jeune femme estime nécessaire à sa survie intérieure. Elle préfère renoncer à ce qu'elle ressent plutôt que continuer à vivre dans l'insécurité. Après cet échange, Lou reste profondément atteint. Il ne peut s'empêcher de repenser aux avertissements qu'il a ignorés, notamment ceux d'Anouk. Celle-ci essaie justement de le réconforter quelques instants plus tard. Le jeune homme reconnaît qu'il aurait dû écouter son conseil et prendre ses distances avec Joséphine avant que la situation ne devienne incontrôlable. Anouk ne cherche pas à lui offrir une fausse solution. Elle sait qu'il n'existe plus de phrase magique capable d'effacer ce qui s'est produit. Elle lui donne donc un deuxième conseil, beaucoup plus difficile à accepter, ne rien forcer. Lou doit laisser le temps agir et permettre à Bianca de revenir d'elle-même, si elle en éprouve un jour l'envie. Pour Lou, cette perspective ressemble presque à une condamnation à l'impuissance. Il voudrait agir, expliquer, réparer immédiatement. Or Anouk lui demande précisément l'inverse, accepter qu'il n'a plus le contrôle sur la décision de Bianca. C'est peut-être la seule manière de respecter enfin ce qu'elle réclame, même si cela signifie prendre le risque qu'elle ne revienne jamais. Dans le même temps, Joséphine apprend que Bianca et Lou ont rompu à cause d'elle. Cette nouvelle aurait pu lui procurer la satisfaction qu'elle recherchait lorsqu'elle tentait de les atteindre. Pourtant, lorsqu'elle mesure réellement les conséquences de ses actes, aucun sentiment de victoire ne vient. À la place, une culpabilité lourde commence à s'installer. Joséphine reconnaît qu'elle a menti et qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle était tellement blessée qu'elle voulait voir Bianca et Lou souffrir à leur tour. Ce désir de revanche lui avait semblé presque légitime tant qu'il restait abstrait. Mais maintenant que leur couple est brisé, la douleur qu'elle a provoquée devient réelle, et elle ne peut plus l'ignorer. Cette prise de conscience place Joséphine devant une vérité qu'elle n'avait peut-être pas voulu regarder en face. Lorsqu'elle souffrait, elle avait transformé sa douleur en colère, puis cette colère en volonté de faire mal. Désormais, il ne reste plus la satisfaction espérée, seulement le constat brutal qu'elle a participé à la rupture de deux personnes dont les sentiments étaient encore bien réels. Elle avoue qu'elle s'en veut d'avoir menti. Les mots sortent avec une sincérité qui contraste avec la logique de vengeance qui l'avait guidée jusque-là. Joséphine n'essaie plus de justifier ce qu'elle a fait. Elle reconnaît simplement qu'elle avait mal et qu'elle voulait que Lou et Bianca ressentent à leur tour une part de cette souffrance qu'elle ne parvenait pas à contenir. Ce recul ne suffit évidemment pas à effacer les dégâts. Bianca a déjà pris sa décision, Lou se retrouve incapable de réparer la relation, et Joséphine doit maintenant composer avec le poids de sa responsabilité. Une question demeure cependant en suspens. Cette culpabilité la poussera-t-elle à intervenir pour tenter de recoller les morceaux, ou restera-t-elle enfermée dans les conséquences de ses propres actes? Pendant ce temps, Bianca essaie tant bien que mal de continuer sa journée. La rupture avec Lou est encore fraîche, les émotions sont loin d'être apaisées, mais elle ne veut pas se laisser envahir. Elle poursuit le service comme si le travail pouvait lui offrir quelques minutes de répit, un cadre suffisamment précis pour empêcher ses pensées de revenir sans cesse sur ce qu'elle vient de perdre. Seulement, son corps commence bientôt à lui envoyer des signaux inquiétants. En plein service, Bianca est prise d'un vertige soudain. Ce n'est pas une simple fatigue passagère. Quelque chose se dérègle brutalement, au point qu'elle ne parvient plus à maintenir la même concentration. Elle essaie pourtant de tenir, comme si reconnaître son malaise risquait de rendre la situation encore plus réelle. Anouk et Marc Leroy remarquent que la jeune femme n'est pas dans son état habituel. Ils surveillent son plat pendant qu'elle décide de s'éloigner quelques instants. Bianca préfère sortir, convaincue qu'un peu d'air lui permettra de reprendre ses esprits. Elle quitte donc le service et s'enfonce vers la forêt, cherchant avant tout un endroit où retrouver un minimum de stabilité. La décision paraît logique, presque instinctive. Bianca a besoin de respirer, de faire retomber le vertige, peut-être de se recentrer après la violence émotionnelle des dernières heures. Mais à mesure qu'elle avance, son état ne s'améliore pas. Au contraire, la sensation de malaise devient plus forte, plus envahissante, jusqu'à rendre chaque mouvement difficile. La forêt qui devait lui offrir un peu de calme prend alors une atmosphère inquiétante. Bianca tente de reprendre le contrôle de sa respiration, mais son corps ne répond plus comme elle le voudrait. Les sons deviennent moins précis, les repères semblent se brouiller.
Elle comprend que quelque chose ne va vraiment pas, sans être capable d'en identifier la cause. Quelques instants auparavant, elle pouvait encore se convaincre qu'elle avait simplement besoin de repos. Désormais, cette hypothèse paraît insuffisante. Le vertige s'aggrave, ses forces diminuent, et la jeune femme se retrouve dans un environnement isolé au moment même où elle aurait le plus besoin d'aide. Cette vulnérabilité donne au moindre bruit autour d'elle une dimension beaucoup plus menaçante. Puis, juste avant de perdre connaissance, Bianca aperçoit une silhouette. Elle distingue l'ombre d'un homme qui se dirige droit vers elle. Son état ne lui permet pas d'identifier clairement la personne ni de comprendre ce qu'elle veut. L'image est pourtant suffisamment nette pour renforcer immédiatement une peur déjà présente, et si son harceleur venait de la retrouver? La question traverse l'instant sans pouvoir recevoir de réponse. Bianca n'a plus la force de réagir. Son corps cède et elle s'effondre. Le contraste est brutal entre cette jeune femme qui, quelques heures plus tôt, essayait encore d'imposer une limite claire à Lou pour se protéger émotionnellement, et celle qui se retrouve maintenant physiquement incapable de se défendre. La perte de connaissance change complètement la nature des événements. Jusqu'ici, Bianca devait surtout faire face aux conséquences de sa rupture, aux tensions avec Joséphine et à une situation de harcèlement déjà suffisamment lourde. Désormais, son état de santé ajoute une menace nouvelle et beaucoup plus concrète, car rien n'explique encore pourquoi elle s'est soudainement retrouvée dans cet état. Quelques minutes plus tard, Bianca est finalement retrouvée dans la forêt. Elle commence progressivement à reprendre connaissance, encore désorientée par ce qui vient de se produire. Le simple fait d'ouvrir les yeux ne suffit pas à dissiper l'inquiétude. Il lui manque une partie de ce qui s'est passé entre le moment où elle s'est sentie mal et celui où elle a été retrouvée. Au milieu de cette confusion, Bianca remarque rapidement un détail étrange, sa gourde n'est plus là. Cet objet, pourtant banal, devient immédiatement important parce qu'il a disparu précisément pendant la période où elle a perdu connaissance. Dans un contexte aussi troublant, cette absence ne peut pas être considérée comme anodine, surtout alors que la cause de son malaise reste inconnue. Gary, Lou et Ninon commencent à chercher la gourde. Pour Lou, la situation prend naturellement une dimension particulièrement angoissante. Même si Bianca vient de mettre fin à leur relation, ses sentiments n'ont pas disparu, et la voir dans cet état transforme momentanément leurs problèmes sentimentaux en préoccupations secondaires. Ce qui compte désormais, c'est comprendre ce qui lui est arrivé. Ninon participe elle aussi aux recherches, tandis que Gary se trouve au cœur de cette agitation. En apparence, tous trois cherchent le même objet pour tenter d'éclaircir la situation. Pourtant, un détail va bientôt donner à cette recherche une dimension beaucoup plus inquiétante. Car contrairement à ce que les autres pourraient croire, Gary n'est pas réellement privé de la gourde. Contre toute attente, c'est lui qui l'a en sa possession. Le geste qui suit ne fait qu'épaissir le mystère. Au lieu de rapporter immédiatement le contenant ou de prévenir les autres, Gary verse son contenu au sol. Le liquide disparaît dans la terre, emportant potentiellement avec lui une information capitale sur ce que Bianca a bu avant son malaise. Cette scène jette une ombre immédiate sur son comportement. Rien ne permet encore d'affirmer qu'il est responsable de l'état de Bianca, mais son choix de vider la gourde paraît difficile à comprendre. Pourquoi détruire ce contenu au moment même où la jeune femme vient de perdre connaissance? Que cherche-t-il exactement à empêcher les autres de découvrir? La situation devient d'autant plus troublante que Bianca avait aperçu la silhouette d'un homme juste avant de s'évanouir. Pour l'instant, aucun élément ne permet d'établir un lien direct entre cette présence et Gary. Pourtant, l'enchaînement des faits crée une tension évidente, un malaise brutal, une ombre masculine, une gourde disparue et un contenu volontairement répandu au sol. À cet instant, l'hypothèse d'un simple vertige paraît de moins en moins rassurante. Quelque chose a pu être introduit dans ce qu'elle buvait, ou un autre événement encore inconnu a pu provoquer son état. La seule certitude est que Gary semble savoir quelque chose qu'il ne veut pas partager, et son geste risque de compliquer toute tentative de comprendre ce qui est arrivé. Pour Bianca, cette nouvelle épreuve survient au pire moment. Elle venait justement de choisir de se protéger après une année particulièrement difficile. Elle avait décidé de rompre avec Lou afin de reprendre le contrôle sur sa propre vie et éviter de souffrir davantage. Mais à peine cette décision prise, une menace beaucoup plus obscure semble surgir autour d'elle. La journée qui avait commencé par une rupture sentimentale s'achève donc sur un mystère autrement plus inquiétant. Lou doit affronter la peur de perdre définitivement Bianca, Joséphine commence à mesurer les conséquences de ses mensonges, et Gary dissimule un geste dont personne ne connaît encore la véritable signification. Autour de Bianca, les questions s'accumulent tandis que la menace devient impossible à ignorer. Le geste de Gary devient ainsi le centre silencieux d'un malaise qui dépasse désormais la simple inquiétude.
Tandis que Bianca retrouve lentement ses esprits, personne autour d'elle ne possède encore toutes les pièces du puzzle. La gourde, qui pourrait expliquer une partie de son état, vient d'être vidée. Et celui qui l'a fait garde pour lui les raisons de cette décision troublante. Lou, de son côté, reste profondément bouleversé par ce qui vient de se produire. Quelques heures plus tôt, il essayait encore de convaincre Bianca de croire en leur histoire. Désormais, cette discussion lui paraît presque lointaine. La voir perdre connaissance remet brutalement les choses en perspective et réveille chez lui une peur beaucoup plus instinctive, celle qu'il puisse réellement lui arriver quelque chose de grave. Il n'oublie pourtant pas que Bianca lui a demandé de respecter sa décision. Cette frontière rend sa position particulièrement difficile. Il voudrait rester près d'elle, lui poser 1000 questions, vérifier qu'elle va bien, mais il sait aussi qu'il ne peut plus agir comme s'il formait encore un couple. Entre inquiétude et retenue, Lou se retrouve confronté à une impuissance qu'il supporte très mal. Ninon participe elle aussi à cette atmosphère de tension. La disparition de la gourde n'a rien d'anodin après un évanouissement aussi brutal. Chaque détail semble soudain prendre une importance disproportionnée. Qui a touché au contenant? Que buvait Bianca? Pourquoi cet objet a-t-il disparu au moment précis où elle se trouvait seule dans la forêt? Aucune réponse claire ne vient encore calmer les soupçons. Gary, lui, conserve un avantage inquiétant. Il sait où se trouvait la gourde puisqu'il l'avait entre les mains. Son geste de vider le liquide au sol devient donc d'autant plus incompréhensible. S'il cherchait simplement à aider Bianca, pourquoi ne pas remettre immédiatement le contenant aux autres? Pourquoi faire disparaître son contenu avant que quiconque puisse l'examiner ou même le sentir? La scène ne permet pas encore de le désigner comme responsable. Rien ne prouve qu'il ait empoisonné Bianca, ni même qu'il ait un lien avec l'homme qu'elle a aperçu avant de s'effondrer. Pourtant, son comportement crée une zone d'ombre difficile à ignorer. Dans une situation déjà marquée par le harcèlement, chaque secret devient potentiellement dangereux, chaque silence paraît susceptible de cacher davantage. Pendant ce temps, Bianca tente surtout de comprendre ce que son propre corps vient de lui faire subir. Son vertige ne ressemblait pas à un simple moment de faiblesse. La perte progressive de ses forces, puis l'évanouissement, laissent derrière eux une sensation de vulnérabilité particulièrement violente. Elle avait choisi de sortir pour retrouver un peu de contrôle, c'est précisément là qu'elle l'a entièrement perdu. Cette ironie rend l'épreuve encore plus douloureuse. Bianca venait de mettre fin à sa relation avec Lou parce qu'elle ne voulait plus subir les événements, parce qu'elle cherchait enfin à préserver son équilibre. Elle voulait reprendre possession de ses décisions, de ses émotions, de sa vie. Quelques heures plus tard, elle se retrouve à nouveau au centre d'une situation qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'a pas choisie. Son souvenir de la silhouette masculine ajoute à cette fragilité une inquiétude nouvelle. Avant de perdre connaissance, elle a bel et bien vu quelqu'un s'approcher d'elle. Dans son état, elle n'a pas pu distinguer le visage ni savoir si cette personne venait l'aider ou lui nuire. Mais après les attaques dont elle a déjà été victime, l'hypothèse de son harceleur s'impose naturellement. Cette présence transforme la forêt en lieu de menace. Bianca n'y était pas simplement seule lorsqu'elle s'est sentie mal, quelqu'un se dirigeait vers elle au moment où elle n'avait plus la force de réagir. Ce détail suffit à faire naître une peur beaucoup plus profonde. Si son malaise n'était pas accidentel, alors celui qui la vise a peut-être franchi une nouvelle étape. Dans le même temps, Joséphine reste prisonnière d'un autre type de culpabilité. Elle ne sait pas encore comment réparer ce qu'elle a provoqué entre Lou et Bianca. La rupture qu'elle souhaitait presque lorsqu'elle était aveuglée par la colère est maintenant devenue une réalité beaucoup moins satisfaisante qu'elle ne l'imaginait. Ces mensonges ne sont plus des armes abstraites, ils ont véritablement détruit quelque chose. Elle se retrouve ainsi face à un paradoxe difficile. Une partie d'elle avait voulu récupérer une place auprès de Lou ou, au minimum, empêcher Bianca de vivre tranquillement avec lui. Mais maintenant que Bianca a réellement rompu, Joséphine ne ressent pas la victoire espérée. Au contraire, elle comprend que faire souffrir les autres n'a rien réparé de sa propre douleur. Cette prise de conscience pourrait être le début d'un changement, mais elle n'efface rien. Bianca ne connaît pas nécessairement toute l'étendue de ses regrets, Lou reste blessé, et leur histoire est officiellement terminée. Joséphine doit donc supporter le résultat d'un geste qu'elle ne peut plus retirer. Même la sincérité de ses remords arrive après que le mal a été fait. À quelques pas de cette crise sentimentale, la trajectoire de Noé paraît presque légère. Pourtant, sa conversation avec Oriane l'a profondément marqué. Il était venu vers elle avec l'espoir d'un simple rendez-vous et découvre derrière son refus une histoire familiale beaucoup plus lourde. La mort de sa mère et l'échec du restaurant donnent soudain un sens nouveau à l'exigence qu'elle s'impose. Noé comprend surtout qu'il ne pourra pas séduire Oriane en essayant de détourner son attention de son objectif.
Pour elle, le concours n'est pas un obstacle temporaire placé entre eux. Il représente une promesse faite à elle-même et, d'une certaine manière, à la mémoire de sa mère. Toute relation susceptible de perturber cette concentration risque donc d'être rejetée, même si elle n'est pas indésirable. Oriane, de son côté, ne cherche pas à faire souffrir Noé. Son double refus ne vient pas d'un plaisir à le tenir à distance. Elle semble simplement avoir organisé toutes ses priorités autour d'un projet dont elle refuse de s'écarter. Après avoir déjà connu l'échec avec Félix, elle ne veut plus laisser l'impréparation décider de leur avenir. Cette fois, elle veut être prête. Félix partage naturellement cette histoire, puisqu'il a traversé la même perte et la même tentative de sauver le restaurant familial. Leur lien dépasse donc le simple fait d'être frères et sœurs. Ils portent ensemble un échec ancien, une mémoire commune et le désir de reconstruire quelque chose de plus solide. Pour Oriane, réussir seul n'aurait probablement pas la même signification. Pendant ce temps, Lionel savoure encore la portée de son échange avec Rose et Clotilde. Lui aussi vient de fermer une page, mais dans une atmosphère infiniment plus apaisée. Il craignait que son dernier service ne soit pas assez spectaculaire pour rester dans leur mémoire. Finalement, ce sont ses paroles, beaucoup plus que son assiette, qui ont donné au moment sa véritable valeur. Cette simplicité rejoint presque malgré lui le conseil de Fleur. Lionel voulait transformer une tomate mozzarella en démonstration culinaire, alors que ses clientes lui demandaient seulement de respecter leur envie. En acceptant de ne pas surjouer, il a laissé la place à quelque chose de plus sincère. Le repas n'a pas été une performance d'adieu, mais un prétexte pour dire merci. Rose et Clotilde lui ont répondu avec la même simplicité, en lui assurant qu'elle ne l'oublierait pas. Cette promesse a probablement plus de valeur pour Lionel que n'importe quel compliment technique. Il voulait savoir que son passage à l'Institut avait compté, qu'il laisserait autre chose derrière lui qu'une succession de services et de recettes. Leur réponse lui offre précisément cette reconnaissance. Les différentes histoires de la journée semblent ainsi se répondre de manière étrange. Lionel apprend que la sincérité peut suffire là où il voulait impressionner. Noé découvre qu'un refus peut cacher une histoire bien plus profonde qu'une absence d'intérêt. Joséphine réalise qu'une vengeance ne guérit pas la douleur. Et Bianca comprend, de la manière la plus inquiétante, que vouloir se protéger ne suffit pas toujours. Car autour de Bianca, le danger reste le point le plus préoccupant. Son malaise, la silhouette inconnue, la disparition de la gourde et le geste de Gary forment désormais un ensemble de signes impossibles à considérer séparément. Aucun ne constitue encore une preuve définitive, mais leur accumulation crée une question centrale. Quelqu'un a-t-il volontairement provoqué son évanouissement? La réponse n'est pas encore connue. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Gary possède une information que les autres n'ont pas. En vidant la gourde, il a fait disparaître le liquide qui aurait peut-être permis de comprendre ce que Bianca avait ingéré. Son silence devient donc presque aussi important que son geste, tandis que la jeune femme tente encore de mesurer ce qui vient de lui arriver. Et tandis que chacun cherche sa place dans ce chaos, une impression demeure, le danger autour de Bianca ne s'est pas éloigné. Sa rupture avec Lou aurait dû marquer une tentative de repartir sur de nouvelles bases. Au lieu de cela, elle se retrouve face à une menace plus obscure, plus difficile à nommer, dont Gary semble détenir une pièce essentielle sans encore vouloir la révéler. La situation de Bianca laisse derrière elle un sentiment d'inachevé particulièrement inquiétant. Rien n'est encore totalement expliqué, mais les éléments accumulés suffisent à faire naître une suspicion durable. Elle s'est sentie mal sans raison apparente, elle a perdu connaissance dans la forêt, elle a aperçu un homme approcher, puis sa gourde a disparu avant d'être retrouvée entre les mains de Gary. Ce dernier détail transforme ce qui aurait pu être considéré comme un simple malaise en véritable énigme. Gary ne se contente pas d'avoir récupéré la gourde, il choisit d'en vider discrètement le contenu au sol. Ce geste efface potentiellement une preuve importante, au moment même où il serait essentiel de comprendre ce que Bianca a bu avant de s'effondrer. Pour autant, rien ne permet encore de conclure qu'il est directement responsable de ce qui lui est arrivé. Son comportement est suspect, mais le mystère demeure entier. Gary pourrait cacher quelque chose de totalement différent, ou tenter de dissimuler une information dont la nature reste inconnue. Cette incertitude rend la scène encore plus tendue, car elle empêche toute conclusion rassurante. Bianca, elle, se retrouve à nouveau dans une position qu'elle voulait précisément éviter, celle d'une jeune femme contrainte de subir les décisions des autres. Après avoir rompu avec Lou pour reprendre le contrôle sur sa propre vie, elle découvre qu'une menace extérieure semble encore capable de bouleverser son quotidien. Sa volonté de se protéger se heurte brutalement à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Le paradoxe est cruel. Elle a trouvé la force de dire non à une relation qui la faisait souffrir, malgré les sentiments encore présents.
Elle a choisi de mettre une limite, de protéger ce qui lui restait d'équilibre. Mais cette décision ne suffit pas à la mettre à l'abri du harcèlement ni du danger physique qui semble désormais se rapprocher. Lou, de son côté, est forcé de faire face à cette contradiction douloureuse. Bianca ne veut plus être avec lui, et il doit respecter ce choix. Pourtant, l'inquiétude qu'il ressent à son égard reste intacte. La rupture n'efface ni son attachement ni son instinct de protection. Il doit donc rester présent sans redevenir envahissant, une position extrêmement difficile pour lui. Les conseils d'Anouk prennent ici encore plus de sens. Elle lui a demandé de laisser du temps à Bianca, de ne pas tenter de provoquer son retour. Lou comprend désormais que l'aimer signifie peut-être accepter de ne rien obtenir en retour. Il peut s'inquiéter pour elle, vouloir qu'elle soit en sécurité, sans transformer cette inquiétude en nouvelle pression sentimentale. Joséphine traverse une évolution différente mais tout aussi douloureuse. Elle avait imaginé que la rupture entre Bianca et Lou pourrait calmer sa propre souffrance. Elle découvre exactement l'inverse. Plus elle mesure le résultat de ses mensonges, plus le sentiment de culpabilité grandit. Elle ne peut plus se convaincre que son désir de vengeance était simplement une réaction légitime à ce qu'elle avait vécu. Le fait qu'elle reconnaisse avoir voulu les voir souffrir montre jusqu'où sa douleur l'avait conduite. Joséphine ne s'était pas contentée d'espérer secrètement leur séparation. Elle avait agi pour provoquer cette fracture. Maintenant qu'elle la voit devant elle, concrète et irréversible à court terme, elle se retrouve face à une conséquence beaucoup plus lourde que prévu. Pour Bianca, pourtant, les regrets de Joséphine ne changent pas encore l'essentiel. La confiance envers Lou a été profondément atteinte, et la décision de rompre répond à une nécessité personnelle. Même si Joséphine tentait de réparer ce qu'elle a détruit, cela ne suffirait pas automatiquement à restaurer une relation devenue trop douloureuse pour Bianca. Pendant ce temps, Oriane poursuit sa propre bataille, loin du chaos entourant Bianca. Son refus de Noé semble désormais moins sévère une fois replacé dans son histoire. Elle ne ferme pas la porte par cruauté ni par indifférence. Elle protège une priorité qu'elle considère comme essentielle, presque sacrée, parce qu'elle l'associe à la mémoire de sa mère. L'échec du restaurant familial après ce décès a laissé une empreinte profonde sur Oriane et Félix. Ils avaient voulu sauver ce que leur mère avait construit, mais leur manque d'expérience les en avait empêchés. Ce souvenir nourrit aujourd'hui leur détermination. Ils ne veulent plus avancer uniquement avec de la bonne volonté. Ils veulent acquérir les compétences nécessaires pour bâtir quelque chose de réellement durable. Dans ce contexte, le concours représente pour Oriane une deuxième chance. Réussir, ce serait transformer un échec ancien en point de départ. Ce serait aussi rendre hommage à sa mère autrement qu'en s'accrochant au passé. Plutôt que tenter de maintenir artificiellement ce qui n'a pas survécu, elle cherche désormais à construire un avenir digne de cet héritage. Noé doit donc accepter qu'il n'est pas au centre de ses préoccupations. Son double râteau peut évidemment blesser son ego, mais il lui offre aussi une occasion de mieux comprendre Oriane. S'il veut conserver une relation sincère avec elle, il devra probablement respecter cette concentration au lieu de chercher immédiatement un moyen de contourner ses refus. Carla, en lançant le défi, avait simplement voulu l'encourager à ne pas laisser passer sa chance. Elle ne pouvait pas deviner toute la charge émotionnelle derrière le refus d'Oriane. Son intervention aura néanmoins permis à Noé d'obtenir quelque chose de plus précieux qu'un rendez-vous, une compréhension plus intime de la jeune femme et de ce qui guide réellement ses choix. De son côté, Lionel termine cette journée avec une émotion radicalement différente. Là où les autres traversent refus, rupture, culpabilité ou peur, lui découvre une forme de reconnaissance apaisée. Son dernier service pour Rose et Clotilde ne s'est pas déroulé comme il l'avait imaginé, mais il lui a donné exactement ce dont il avait besoin. Il voulait les impressionner avec sa cuisine, il a finalement réussi à les toucher avec ses mots. Cette inversion donne tout son sens à la scène. La tomate mozzarella, plat presque trop simple à ses yeux, devient le support d'un moment beaucoup plus important. Lionel comprend que certaines personnes n'ont pas besoin d'être éblouies pour savoir ce qu'elles représentent dans une vie. Rose et Clotilde lui promettent de ne jamais l'oublier. Pour Lionel, cette réponse referme symboliquement un chapitre. Il peut avancer en sachant que son passage auprès d'elle a laissé une empreinte. La gratitude qu'il voulait transmettre n'avait pas besoin d'un plat spectaculaire, mais seulement d'une parole sincère au bon moment. Fleur a joué un rôle discret mais essentiel dans cette évolution. En l'empêchant de compliquer inutilement la recette, elle l'a ramené à l'intention réelle du service. Lionel voulait tellement faire mieux qu'il risquait de ne plus écouter ce que les clientes demandaient. En suivant son conseil, il a accepté que la simplicité puisse également être une forme de maîtrise. Ainsi, chaque intrigue de cette journée raconte à sa manière une question de contrôle. Lionel accepte de ne pas contrôler l'image qu'il laissera. Noé découvre qu'il ne peut pas forcer le bon moment.
Oriane refuse de laisser ses émotions détourner son objectif. Lou comprend qu'il ne peut pas décider du retour de Bianca. Joséphine découvre qu'on ne contrôle jamais réellement les conséquences de la vengeance. Mais c'est évidemment Bianca qui incarne le plus violemment cette perte de contrôle. Elle avait essayé de reprendre la main sur sa vie sentimentale, puis son propre corps l'a trahi ou a été mis en danger par une intervention extérieure. Son évanouissement devient donc plus qu'un simple incident, il menace directement ce besoin de sécurité qu'elle cherchait précisément à reconstruire. Et l'attitude de Gary reste impossible à oublier. Tandis que les autres cherchent la gourde, lui sait déjà où elle se trouve. Tandis que chacun tente de comprendre, il fait disparaître son contenu. Ce geste ne constitue pas encore une confession, mais il ouvre une faille immense dans la confiance et donne à toute la scène une dimension presque menaçante. Une seule question demeure alors au centre de cette fin de journée. Que cache Gary? Sait-il ce qui se trouvait dans la gourde de Bianca? Cherche-t-il à protéger quelqu'un, à se protéger lui-même, ou à dissimuler un autre secret? Rien ne permet encore de trancher, mais son silence devient désormais aussi suspect que son geste. Pour Bianca, le danger n'a donc probablement pas disparu avec son réveil. La forêt, l'ombre masculine et la gourde vidée composent les fragments d'un mystère qui reste entier. Après avoir tenté de se préserver émotionnellement, elle devra désormais comprendre si quelqu'un cherche réellement à lui faire du mal et jusqu'où cette personne est prête à aller.